Merci Jean, merci à tous d'avoir fait un si long déplacement pour venir. Euh, donc moi, comme Jean l'a dit, je suis Guillaume, je travaille chez Vonage en tant que développeur advocate et simplement pour vous expliquer un petit peu ce que fait Vonage, que quelqu'un sait ce que fait Vonage dans la salle. Toi tu comptes pas, toi tu comptes pas. Donc 0, c'est bien, c'est le ratio qu'on a habituellement. Pour autant, c'est pas parce qu'on est petit ou quoi, mais vous nous connaissez tous sans le savoir, parce que vous avez tous été en contact, près ou de loin, avec certains de nos produits. Par exemple, si vous avez DHL qui vient chez vous pour vous livrer un colis et qui vous envoie un SMS pour vous indiquer que le colis sera livré aujourd'hui à 14 heures, c'est pas DHL qu'on voit le SMS, c'est nous. Quand vous prenez un Uber et que le chauffeur vous appelle parce qu'il arrive au point de pick-up pour vous dire bah, j'arrive, c'est pas le chauffeur qui vous appelle, c'est nos API qui vous appellent. D'ailleurs, c'est pas le numéro du chauffeur que vous voyez, c'est notre numéro virtuel. Et quand vous allez sur Doctolib et que vous faites un appel vidéo avec votre docteur, bah, c'est pas Doctolib qui fait la vidéo, c'est nous aussi. Donc tout ça, c'est des produits qu'on fait. On a une plateforme d'API qui est orientée autour des features de communication, donc messaging, voix, vidéo, authentification de facteurs, et on a été acquis par Ericsson il y a maintenant 2 ans et demi, et on est les seuls actuellement et les premiers sur le marché à également fournir des API qui utilisent les capacités des réseaux mobiles 5G. Si ça vous intéresse, on en parle après, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc le Wi-Fi, vous l'avez déjà. On vous invite également à scanner ce QR code sur lequel vous aurez tout un tas d'informations, donc différents liens, on va y venir après. Et donc, je suis accompagné de Gilles. Bonjour, alors voilà, moi c'est Gilles, je travaille chez SSW en tant qu'ingénieur logiciel. Vous pouvez me retrouver sur GitHub et LinkedIn au lien que vous voyez sur l'écran. Et je remercie Guillaume de m'avoir accompagné dans la création de ce workshop et Jean aussi pour m'avoir permis, m'avoir donné la possibilité de l'animer. Voilà. Et donc ça, c'est de nouveaux mois. Euh, donc là, vous voyez un petit peu ce que je fais. Vous trouvez principalement là où vous pouvez me voir en fait en ligne, donc que ça soit sur GitHub, si vous voulez regarder un petit peu ce que je fais. Il y a également un autre compte GitHub qui est une organisation gratuite qu'on a créée avec un ami sur lequel on partage nos connaissances et nos expériences sur les thèmes de XP, du craft. Tout est gratuit. On a un workshop TDD qui est gratuit. On a fait un jeu de cartes qui est gratuit, qui sert un petit peu de guide pour le faire sans nous. On a une knowledge base entière qui est également gratuite open source. Donc allez-y. Il y a mon LinkedIn, il y a mon dev.to si vous voulez lire un petit peu les blogs que j'écris. Il y a mon compte Sessionize si vous voulez voir où est-ce que je vais la prochaine fois. Et j'ai également laissé le Meetup Craft Software, Software Craft Luxembourg, pardon, même si on vient tout juste d'arrêter officiellement. Mais c'est comme ça. Donc l'agenda d'aujourd'hui, l'idée c'est de vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut pousser certaines features ou certaines technologies un petit peu plus loin dans des scénarios qui ne vous viennent pas forcément à l'esprit. Et j'aimerais commencer par parler un petit peu de l'inconvénient des boîtes vocales, des messageries vocales. Euh, donc là, je ne parle pas forcément des messages vocaux WhatsApp, c'est une plaie. On parle vraiment des appels standards que vous recevez, des messages que vous recevez. Donc un exemple tout simple où Gilles me passe un coup de téléphone. Je ne peux pas répondre parce que je suis en workshop. Son message dure 1 minute. 1 minute après, j'ai une notif sur mon téléphone pour me dire hey, tu as reçu un message de tel numéro, je sais que c'est Gilles, je vais écouter le message. Et dans ce message-là, qui dure 1 minute, que je dois réécouter, Gilles me donne plein d'informations importantes, hein, des numéros de téléphone, des emails, des noms de contact, et après, il me raconte sa vie pendant encore 45 secondes. Le problème, c'est que moi, quand j'écoute ce message-là, j'ai pas forcément de quoi noter, je suis pas forcément au bon endroit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le réécouter encore une nouvelle fois pour pouvoir noter bah, la personne à rappeler, les informations importantes, etc. Et au final, moi, j'ai une perte de temps qui est énorme, même si maintenant ça s'améliore un peu avec les messageries vocales virtuelles où on peut choisir quelle partie du message on va réécouter, ok, mais ça reste pénible point de vue utilisateur. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est d'améliorer un petit peu, de rendre ce flow-là moins pénible pour la personne qui est considérée comme utilisateur, s'il le veut. Voilà. Donc là, ce que nous, on va essayer de faire, c'est plutôt, on garde le même principe. Gilles m'appelle, je suis pas dispo, je suis en workshop, il laisse son message d'1 minute.
qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Là, en utilisant certaines API de Vonage, par exemple, notre API de voix ou notre API de message, c'est simplement moi recevoir automatiquement un SMS avec tout le contenu. Je sais que Gilles m'a appelé, je sais quelle a été la durée. J'ai un résumé, donc ça veut dire que j'ai pas l'équivalent d'une minute de texte dans mon message, mais j'ai un résumé de 2-3 phrases pour avoir le contexte, et j'ai après encore le transcript, et j'ai un lien pour télécharger l'audio. Ça veut dire que moi, je me retrouve dans une situation où je suis totalement passif par rapport à ça, et j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Donc j'ai pas besoin de rappeler ma messagerie vocale plusieurs fois, j'ai pas besoin de prendre des notes. J'ai la notice sur ma montre, je suis au courant de tout, et on passe à la suite. Donc pour ça, on va avoir besoin de quelque chose de particulier parce que, le fait que moi je reçoive un message ou le fait que Gilles appelle un numéro en particulier, il y a un contexte qui arrive supplémentaire. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle des numéros virtuels. Un numéro virtuel, c'est quoi? C'est un numéro comme pour votre carte SIM, sauf que la carte SIM n'existe pas, le téléphone n'existe pas. Donc en fait, un numéro virtuel, c'est un numéro que vous pouvez programmer. On va avoir 2 flows différents. C'est soit vous contactez un numéro virtuel, donc que ce soit par message ou par voix. Là, on va parler d'un call qui est inbound, et donc ça va initier un process, et on fait ce qu'on veut derrière. L'autre solution, c'est d'avoir un process qui va trigger un call ou un message vers vous. Et dans ce cas-là, on parle d'outbound. Pourquoi c'est important? Parce que dans notre workflow, ce qui va se passer, c'est quand Gilles va m'appeler, c'est pas mon téléphone, c'est pas mon numéro qui va appeler. Parce que moi, je lui ai laissé une carte de visite avec un numéro qui n'est pas le mien, un numéro virtuel. Lorsque le numéro reçoit un appel, il va tenter d'abord de me connecter au call. C'est-à-dire, Gilles appelle, OK, le numéro là va m'appeler moi. Si jamais je réponds, je suis connecté avec Gilles dans le même call, mais on ne voit pas nos numéros. C'est le principe que vous avez avec Uber. Ça s'appelle du masked calling. Ça permet de garder l'anonymité des personnes qui échangent. Si jamais je ne réponds pas, on va trigger des workflows. Donc si jamais la connexion échoue, on lance un message de bienvenue avec du text-to-speech, donc bienvenue sur ma boîte vocale, laissez un message, peace, voilà, ce que vous voulez. Et derrière, on va capturer le message de Gilles et lancer une transcription. Une fois qu'on récupère cette transcription via Webhook, on va la passer dans un serveur MCP qui, lui, va nous générer, avec une IA locale, un summary, un résumé du coup du message vocal de Gilles, et me le renvoyer par message texte. Maintenant, ça, c'est dans le monde parfait. On n'y est pas parce qu'on est en France. Il y a des problèmes, donc on doit un petit peu adapter notre workflow. Une des limitations, c'est qu'actuellement, des numéros virtuels en France, il n'y en a plus. C'est-à-dire que c'est un pool restreint de numéros qui actuellement est vide, heu, et vous ne pouvez plus en avoir. Donc ça, c'est le premier problème. Maintenant, il y a des solutions. Je peux très bien, moi, acheter un numéro virtuel en Australie, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, mais ça crée un deuxième problème. Un numéro virtuel à l'étranger n'acceptera pas les communications qui sont inbound, internationales. Donc moi, avec un numéro français, je ne pourrais pas l'appeler. Mais un numéro UK, un numéro US peut m'appeler moi directement. Encore un autre problème, même si on passe par un numéro UK, c'est qu'un numéro UK ne pourra pas connecter un usager étranger dans le call. Me connecter moi, ne pourra pas le faire. En vrai, c'est possible. C'est juste que ça va vous demander de la paperasse. Il faudra justifier votre entreprise, votre business, pourquoi vous le faites. Là, maintenant, si vous créez un compte, que vous voulez prendre un numéro virtuel, on n'a pas le temps de faire ça. Donc on est obligé d'adapter un petit peu notre workflow. Pas grand-chose. C'est juste qu'au lieu de faire en sorte que quelqu'un appelle un numéro, on essaye de connecter et on enchaîne, on va faire un shortcut, le numéro va vous appeler et c'est comme si vous aviez laissé un message sur une boîte vocale. Ça change pas des masses, mais on est obligé de faire ça actuellement. On nous avait dit, entre guillemets, que ça serait en Q4, qu'on aurait des nouveaux numéros. C'est toujours pas le cas. Donc on va attendre 2026 et on va serrer les fesses. Voilà. Au niveau des prérequis, alors là, est-ce que vous avez scanné le QR code qui était là tout à l'heure sur, Loop? Celui-là. Donc normalement, ça vous ouvre un espace sur lequel on a déjà mis, plusieurs informations et c'est notamment tout ce qu'on va montrer maintenant.
Allez, voilà. Donc, première chose qu'on aura besoin de faire, afin de, pouvoir utiliser, nos API de voix, nos API de SMS, de pouvoir acheter un numéro, 1re chose à faire, ça va être de créer un compte chez nous. Alors, là-dessus, on ne demande pas d'informations, financières, on ne va pas vous prélever quelque chose sur votre carte. On n'est pas basé sur on n'a pas un modèle, financier qui est basé sur des souscriptions, c'est du pay as you go. Donc, on vous donne de l'argent par défaut pour essayer sur le compte. Là, on a un coupon supplémentaire pour vous donner encore plus. Heu, donc le coupon va expirer, l'argent n'expirera jamais. Si vous le mettez sur le compte maintenant, il sera là tout le temps. Donc je vous conseille quand même, créer le compte, ça prend 30 secondes, on vous demande rien de privé dedans, on vous donne de l'argent pour essayer et après soit vous trouvez ça cool et vous continuez d'utiliser, soit vous aimez pas et puis vous laissez tomber et puis c'est pas grave. J'ai mis également en bas le portail développeur, c'est là où on va trouver beaucoup d'informations intéressantes pour la suite, on y reviendra. Et là, je laisse la place à Gilles, oula, hop, pour la suite. Merci. Alors, en attendant que, vous enregistrez sur Vonage, il va falloir aussi également télécharger un petit logiciel qui s'appelle ngrok, c'est un logiciel de tuning, qui va être nécessaire au moment où on va recevoir le webhook, de transcription, côté Vonage. Parce qu'il faut du coup taper dans une URL, publique et ça, pour le workshop, on n'en aura pas. Du coup, il faut lier cette URL publique sur notre localhost et ngrok va nous permettre de faire ça. Hop. Alors, peut-être que je vais vous laisser le temps de configurer tout ça, peut-être que vous avez besoin d'aide, ou on peut passer à la suite. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est tu Ouais. peux aller au bout des slides et puis après Après on fait le tour, ouais, ça c'est donc il y aura du coup ngrok à installer. Ce que vous pouvez faire, tout de suite aussi, c'est télécharger, Ollama. Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec Ollama. Ollama, c'est un logiciel, qui gagne en popularité et qui permet de localement, pouvoir utiliser des modèles d'intelligence artificielle locale. Ça, on utilisera ça pour notre MCP server plus tard dans le workshop. Ce MCP server et ce modèle, d'intelligence artificielle nous permettra de, créer le résumé qu'on va vouloir, intégrer dans notre workflow. Donc, si vous avez le temps de faire ça en premier, c'est parfait parce que le modèle que vous retrouvez ici, le Gemma, 3, 4B, c'est quand même 3 gigas, donc le temps que ça se télécharge, c'est bien de faire ça tout de suite. On reviendra sur ces slides un peu plus tard pour vérifier que tout est installé et voici aussi le repository de ce workflow que, vous pouvez cloner et on a découpé avec Guillaume, le repository en plusieurs commits qui reflèteront toutes les étapes de ce workflow et vous trouverez dans ce repo, à la racine, un template qui est, de la clean architecture, mais simplifié. Alors, est-ce que vous avez des petits soucis sur, l'installation de tous ces petits logiciels, ngrok, Ollama? Ça va de votre côté? Voilà, parfait, là je vois un pouce levé. Je vais en profiter du coup pour aussi vous parler, en attendant que tout ça, ça s'installe, de la clean architecture et d'un template que chez SSW on a mis au point. Donc pour ça, je vais vous introduire à SSW Rules, qui est un site de bonnes pratiques qu'on maintient, chez SSW sur tout l'écosystème du développement en général et on a du coup cette page de rules sur, la clean architecture qui est, très intéressante. Vous y trouverez plusieurs rules, voilà, 16 rules exactement et la première nous définit par exemple ce que c'est la clean architecture et si on scrolle un petit peu plus bas sur la rules, the best way to get started here, ici pardon, c'est, vous avez un lien ici vers le, on me demande de zoomer dans l'assistance, donc est-ce que je peux zoomer en full screen? Oui, ça a enlevé le full screen du coup. Voilà, donc ce lien vous amène du coup sur ce repository. On a aussi mis le lien, on a aussi mis dans le loop et voilà, la SSW Clean Architecture qui a été initiée
par Jason Taylor, un ancien de chez SW qui a beaucoup travaillé à diffuser le modèle de la clean architecture. Et vous avez toutes les informations sur qu'est-ce que c'est déjà. Donc ça fait des allers-retours avec SSW Rules, le website que je vous ai montré tout à l'heure, mais également toutes les features de la clean architecture qui est dans ce template et comment surtout on peut le lancer. Donc il y a un Getting Started ici. Un des prérequis, c'est avoir du coup un logiciel de containerisation sur votre ordinateur, donc Docker ou Podman. Donc je vais vous faire une petite démonstration pour montrer à quel point c'est facile de télécharger et d'installer ce template. Chez moi, j'ai Docker d'installer. Je ne sais pas s'il est lancé, je vérifie. Il n'est pas lancé, je vais le lancer tout de suite. Tac, Docker, voilà. Et pour installer du coup ce template Clean Architecture de CW, c'est très simple. Il faut d'abord faire une installation générale. Je ne vais pas le faire moi, mais vous rentrez cette commande dans un terminal. Et ensuite, vous créez un petit folder. On va faire ça ensemble pour montrer à quel point c'est facile. Si j'arrive à déplacer ma fenêtre. Ici. Voilà. Je vais rentrer. Il y a un petit souci avec mon clavier. Voilà. Est-ce que ça a marché? Voilà. Pardon. C'est ici. On va prendre cette commande .NET New SSW Clean Architecture. On va juste créer un folder, on va appeler CA. On va aller dedans. Voilà. Et on va coller notre commande. Ça va vraiment pas être long. Voilà, c'est fait. Et on va l'ouvrir ensemble. Moi, je vais utiliser du coup Visual Studio pour ouvrir le template. Ah, c'est sur mon écran, laissez-moi une seconde que je l'ouvre. Ouvrir le projet. Et tac. C'est la racine chez moi, pardon. Pas mis au bon endroit. Voilà. C'est là. Et je le déplace sur votre écran. Désolé, mon ordinateur a un peu du mal. Voilà. Hop, on va tout fermer. Et c'est pas ça. Désolé, c'est pas celui-là. Je suis dans Data JPodio CA. Je sais pas pourquoi je le vois pas. Il est là, pardon. Il est là. Est-ce que, en attendant, vous avez réussi à installer tout ce que vous vouliez installer? Presque. Olama, c'est toujours en cours de chargement. C'est bon, vous avez reçu sur les installations? Pas celui-là. J'ai Olama, j'ai pas JPod. Pardon pour ce petit contretemps. Voilà. Donc ça, c'est le repository Clean Architecture. Avant de rentrer dans l'analyse de ce repository, je vais juste revenir sur ce qu'est la Clean Architecture très rapidement. Est-ce que vous êtes familiarisé avec ce qu'est la Clean Architecture? Pas trop, pas trop, moyen, moyen? OK, alors je vais reprendre le schéma qu'il y avait tout à l'heure sur la rules, parce qu'il est très bien. Le schéma ici, pour vous expliquer. Donc la Clean Architecture, c'est un paradigme. Ouais. Alors, pour la faire très rapidement, parce qu'on me dit que le temps file, la Clean Architecture, c'est un paradigme d'architecture qui met en avant, qui met un focus surtout sur la logique, sur le métier, qui a au centre ici qu'on appelle le domaine, et qui est complètement fermé à tout reste de l'application. Il y a 4 layers dans cette architecture. Il y en a 2 qu'on va appeler centraux, l'application et le domaine, et 2 autres qui sont plutôt extérieurs.
Donc, comme je l'ai dit, le domaine va se focus sur tout ce qui est logique métier, tout ce qui est entity, tout ce qui est agrégat ou des domain events. L'application va plutôt servir d'orchestrateur sur tout ce qui est la logique métier, mais pas à l'implémenter. Et tout ce qui est infrastructure, ça va être l'implémentation et l'ouverture sur des librairies externes. La présentation, ça va être l'ouverture sur plutôt les utilisateurs avec, la mise à disposition des endpoints, de tout ce qui peut être le connecteur avec, l'utilisateur. Ça, c'est pour, résumer très rapidement et si on retourne sur notre template de Clean Architecture, pardon, on peut voir que, les 4 layers sont ici, montré par, on a setup 4 projets, application, domaine, infrastructure, web API. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un workshop complètement différent. Sachez que, il y a plein de choses qui ont été setup pour vous faciliter la vie, avec ce template. Il y a du Aspire qui a été mis, qui a été setup pour vous. D'ailleurs, c'est très facile de setup Aspire sur votre propre solution. Il faut juste créer un projet dans lequel on met la dépendance Aspire et après, dans votre web API, il suffit de rajouter ce add service default et il va comprendre par lui-même où sont vos endpoints. Il va configurer tout pour que vous ayez votre dashboard qui fonctionne out of the box. J'aurais bien voulu avoir le temps de vous montrer à quoi ça pouvait ressembler le Aspire dans notre Clean Architecture template, mais ça aussi c'est un workshop complètement différent. Vous pouvez le voir vous-même, il suffit de lancer. Vous avez Docker installé, vous cliquez, ça lance le Clean Architecture template, ça ouvre une page avec votre dashboard Aspire et vous allez voir que dedans tout est déjà orchestré. Vous allez avoir un monitoring qui est fait sur tous vos endpoints. Vous allez avoir tout ce qui est tout ce qui est implémentation de votre base de données SQL. Vous allez avoir tout centralisé au même endroit. Voilà. On va revenir sur les slides qui sont ici et je vais revenir vers vous encore une fois sur l'installation. Où est-ce que vous en êtes? Donc on a le repo qui se Donc le repo, voilà, il y a on le repo à récupérer, le compte à créer chez Vonage, le compte à créer chez ngrok ouais. et c'est à peu près tout. Il y a une chose que je voulais Et encore voilà. rajouter, excuse-moi, c'est que pour ce workshop, on va utiliser la Clean Architecture, mais elle n'est pas forcément adaptée au workshop actuel. Par exemple, notre workshop, notre repository, ne va pas se focus sur le métier, mais on a voulu quand même utiliser la Clean Architecture parce que je trouve que c'est intéressant à montrer comment les query handlers fonctionnent entre eux, le setup de médiateur qui permet de faire du CQRS de manière facile. On a trouvé que l'implémentation était intéressante, même si elle n'est pas forcément adaptée à ce workshop, finalement, qui aurait pu être une architecture verticale, CRUD, tout à fait basique. Alors avant de continuer, par rapport pour s'adapter un petit peu à l'audience, question rapide, est-ce que vous êtes tous développeurs? Ouais. Vous avez déjà tous fait du .NET avant? Ouais. OK. Vous êtes confiants? Non. Non? OK. Alors, non, on a 2 options. Soit on vous montre on a ah, on le comment dire? Il y a énormément de choses à montrer dans ce workshop-là. On peut pas aborder cela comme un workshop normal où on va vous demander de réfléchir à tout, de chercher comment faire les choses, de lire la doc côté Vonage, de lire la doc côté ngrok, de lire la doc côté Olama et de trouver vos solutions. On peut pas. Avec le temps qu'on a, c'est juste impossible. Donc là, nous, on a déjà un format qui est fait pour vous guider, mais on doit aller plus vite que ça. Là, ce que nous, on doit faire, c'est vous montrer un petit peu comment c'est fait actuellement dans ce qu'on a préparé, pour que vous puissiez le refaire. Actuellement, le workshop, le repo, quand vous le prenez, vous arrivez sur master,
c'est la branche par défaut. C'est le template de Clean Architecture qu'on a juste simplifié un petit peu, on a un peu coupé dans le gras pour enlever les trucs dont on n'avait pas besoin et on a mis 2-3 trucs, c'est tout. C'est le point de départ. La suite, on a fait pour chacune des étapes une branche en particulier. Donc ça peut être très bien de, vous pouvez à tout moment vous mettre n'importe où dans le workshop, il suffit juste de check out la bonne branche et vous pouvez redémarrer. Donc là, moi, j'ai une question pour vous, c'est est-ce que vous voulez qu'on vous montre le code, qu'on vous l'explique et que vous retapiez tout, vous à la main pour faire le workshop manuellement? Ou est-ce que, dans la configuration actuelle, vous préférez qu'on vous montre simplement le code, qu'on vous explique et qu'on en discute? Vous pouvez check out la branche et tester au fur et à mesure. Qu'est-ce que vous préférez faire? Qui vote pour l'option 1, l'option 2 ici? Qui veut tout se taper à la main? Seul qui a pas de PC. Voilà. OK. OK. On va le faire comme ça. Alors il y aura c'est bien d'un côté parce que ça va nous permettre quand même d'aller plus loin que si vous aviez du tout écrit. OK? Néanmoins, ce qu'on va faire tout de même, c'est quand même important que vous ayez l'application qui tourne chez vous. Donc ce qu'on va faire, c'est à chaque fin d'étape, on va vous demander à vous de check out la bonne branche, de remettre les informations dans l'app config quand enfin, il faudra faire une fois, mais et après de lancer l'application chez vous pour justement tester et quand même qu'on vous montre qu'on a fait un truc qui marche, quand même. C'est quand même cool. Donc on va d'abord vérifier que tous les setups sont bons et puis après on attaque. Jean, pour ton recording, j'ai le droit de sortir du cadre ou tu as toujours envie d'avoir quelqu'un là? Non, c'est pas grave. Je te l'autorise, monsieur Fache. OK. J'aimerais bien vous proposer, c'est faire une manage, c'est bon. T'as pas les liens? Je vais remettre le QR code. Alors, je me permets de revenir en arrière pour que certains participants récupèrent de nouveau le QR code. Je vais trop loin. Le repo, c'est OTG. Et c'est presque. Voilà. Je vais venir t'aider à configurer tout ça. Je vais revenir. En parallèle. Ouais. Sur developer.bonage.com /events/slash/events/slash/register/slash/register/AI/workshop. Tous les keywords avec bonage-net-ai-workshop. Yay! Non, mais là, je pouvais balancer n'importe quel keyword. Là, si je peux envoyer les liens après, c'est un peu plus simple parce qu'elle galère à se connecter aussi. Sur les liens du repo et les liens de Grok. Ça setup Forge pour me permettre de hijacker le workshop pour mentionner un truc que j'ai pas mentionné tout à l'heure dans l'intro. C'est que SSW, bien sûr, on fait du consulting, mais on fait aussi des produits. Et on a 3 produits en ce moment qu'on pousse un peu, enfin 2, on va dire, qu'on pousse vraiment.
On a Tina, qui est un CMS open source backé par GitHub. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé au CMS, c'est plutôt un super tool. Donc, bon, venez me voir après. Je peux vous donner même un voucher pour l'utiliser, la version premium pendant un certain temps. Et également Yakshaver, qui est vraiment trop bien. Je ne dis pas ça souvent des produits qu'on vend. Non, je déconne, mais non, je suis vraiment convaincu par Yakshaver. C'est vraiment un très bon produit. Et en fait, l'idée, c'est de dire que, bon, lorsque on voit un bug dans une appli, nous, on l'a développé en interne pour nos produits internes à la base. Quand on voit un bug, il faut alors prendre son téléphone, appeler le product owner. Ah bah, il n'est pas là. Ah bah, bon, on n'arrive pas à le joindre sur Teams, etc. Alors, on fait un mail, et dans le mail, comme c'est que du texte, on va perdre 50%, voire 90% du contexte. Et donc, on se dit, ça serait pas mal de pouvoir enregistrer l'écran et ajouter du contexte lorsqu'on fait un report de bug. Et en fait, c'est à ça que sert Yakshaver. On a rajouté de l'IA derrière, donc un LLM qui tourne sur nos serveurs. Et l'idée, c'est de d'enregistrer l'écran, de dire, hey, j'ai rencontré un bug sur telle appli, à tel endroit, quand je clique, ben, ça explose, ou il y a tel message d'erreur, ou peu importe. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'essayer de trouver à qui envoyer le message. L'IA trouve toute seule à quel produit ça se réfère, à quel projet ça se réfère, à qui est le product owner, qui sont les gens en charge. Ça crée un PBI directement dans le backlog et ça tag les gens. C'est un gain de temps gigantesque pour les développeurs, mais aussi pour les product owners. Et c'est entièrement configurable et c'est entièrement déployable sur vos infrastructures. Donc voilà, si vous êtes intéressé, venez me voir. C'est pareil, on a des vouchers de promo pour pouvoir utiliser les versions premium. Merci. Pas mal, super. T'as pu montrer le coup aussi dans le dashboard manage? Non. Je vais montrer comment faire là. Ah oui, ok. Regarde, t'as plus beaucoup de crédit, Guillaume. Bah, c'est le compte de Gilles, hein. Ah. Eh, quand même. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on vous donne, en fait, chez Vonage, on vous donne de l'argent pour essayer. Par défaut, vous avez un compte qui contient 2 euros. Avec 2 euros, en fonction de ce que vous faites, vous pouvez aller loin avec du SMS, avec de la voix ou de la vidéo, ça va être un peu plus compliqué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous donne un coupon. Vous devez aller en haut à gauche dans Billing, et vous avez un bouton coupon. Vous mettez le coupon là, vous cliquez sur Submit, et vous devriez passer de 2 à 12 euros. Le coupon, je vous le remets là si vous voulez. C'est 25 SSW Von 10. Et 12 euros. C'est bien. Première milestone. Je crois que Chloé n'a pas de compte Vonage encore, si. Bah, Tu peux juste taper développeur Vonage et tu vas tomber sur le. ah, les cheveux. faut salir. J'ai laissé l'URL là sur l'écran si jamais il faut. Hein? J'ai laissé l'URL de. Ouais. Et là, il faut que tu crées un compte. Ouais. Tu vois ce que je faisais tout à l'heure sur le thème de Portmist. Là maintenant, on devrait avoir fini la partie voice record. Avec le. Ouais, optimiste. On va peut-être dérouler. Hein? On va dérouler, hein. De toute façon, on fait option 2, on va. Ça va, j'ai Ah, moi, je trouve aussi ok, pas bloqué. Et oui, tout grâce. On n'a pas coupé le branche. Ah ouais, on a. je suis arrivé là. Alors, donc vous avez votre compte, vous avez utilisé le coupon. Tant qu'on est là, première chose qu'on va faire, donc si vous scrollez un petit peu, vous allez avoir quelque chose, phone numbers. Numéro de téléphone. Merci. On est entouré de bilingues ici. Alors, là, on est sur le compte de Gilles. Il y a déjà un numéro qui a été acheté. Normalement, vous n'avez rien. Si vous allez dans Buy Numbers, c'est par là que vous allez pouvoir acheter, enfin, pour de vrai, c'est louer un numéro de téléphone, parce qu'il y a un monthly fee.
Par exemple, si je choisis la France, je veux prendre un numéro de téléphone qui permet de faire du SMS et de la voix. Je cherche, il n'y aura rien. Parce qu'en France, on ne peut pas avoir de numéro de téléphone. Par contre, on peut très bien dire UK. Si je vais tout en bas, United Kingdoms, search, et voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a toute une flopée de numéros que vous pouvez prendre avec un initial setup fee et un monthly fee. Vous cliquez sur Buy, vous en prenez un au hasard, celui qui vous tente. Faites bien en sorte d'avoir à la fois SMS et voix activés. Et vous faites Buy. Donc normalement, quand vous revenez dans Your Numbers, vous devriez avoir votre numéro qui s'affiche. Parce que jusque-là, on est OK. Ça va? Elle est un peu à la traîne, mais Ouais, on va rattraper, c'est pas grave. Donc, maintenant qu'on a un numéro, on va pas s'arrêter là, parce qu'on va avoir besoin d'autre chose côté Vonage. Parce que c'est bien beau d'avoir un compte, mais pour consommer nos API, évidemment, il faut un minimum de sécurité également. On va avoir besoin de créer une application. Donc vous allez aller dans Applications, qui est juste au-dessus de Phone Numbers, Create a new application. Vous pouvez lui mettre le nom que vous voulez, SSW Workshop par exemple. Et quand vous avez fait ça, vous cliquez également sur Generate Public and Private Key. Là, ça va vous générer une clé publique. Too many requests. C'est une blague. C'est une blague. Une requête, c'est too many? Bah, faut croire que c'est une de trop. À moins que. Il y a peut-être autre chose. Attends. Non. Au pire, on blâme Cloudflare. C'est très d'actualité. C'est très d'actualité. Mais. Dans les capacités. Voilà. Bon, peut-être qu'il fallait sauvegarder avant. Bref. Donc, on a une application que j'ai appelée Test. C'est 25 SSW Von 10. Donc j'ai ma public key qui est générée ici. La private key, elle a été automatiquement téléchargée à cet endroit-là. C'est un fichier texte avec la clé à l'intérieur. On va y revenir après, gardez-la. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est simplement d'activer la voix et d'activer Messages. Pour l'instant, il demande quand même de mettre une URL. On met une fausse, c'est pas grave. Les webhooks. Donc j'ai mon application. On va avoir besoin de garder deux choses très importantes ici. C'est l'application ID que vous avez là et la private key que vous avez reçue. À partir de là, on est OK setup niveau Vonage pour l'instant. N'importe quoi en URL, là, dans Voice? Voice, il n'y a pas besoin, mais je ne sais pas Messages. pourquoi pour Messages, il en faut une par défaut. Ils n'acceptent pas des vides. Mais c'est pour des webhooks, ouais. Tant que c'est un format URL qui est valide, c'est OK. Dernière chose à faire, c'est de cliquer sur Link pour ajouter en fait le numéro de téléphone et le lier à votre application. Donc, ça c'est OK. ngrok, si vous l'avez installé, vous ouvrez un prompt, un CLI, et vous tapez ngrok http 8080, par exemple. Celui-là. Je ne sais plus à quelle URL on l'ouvre normalement sur le... 7255. Pardon? Tu dis pour l'application? Oui. 7255. 7255? Ouais. OK. Donc, c'est en HTTPS. vendu. Voilà. Donc là, c'est ngrok http 7255. Exactement, c'est ça. Normalement, ça vous ouvre une fenêtre. Alors, est-ce qu'elle est déjà ouverte? Gilles, t'as pas ngrok sur ton PC? Si, pardon. Mais tu sais, je t'ai dit, j'avais le fichier en. Éteins-le. It's a trap. J'avais l'exé. Pardon. Mon exe, il est.
Ici, T'as pas d'autres net, tu prends. et Ngrok. Avec le compte Bonnet, pour l'instant, c'est bon. C'est bon. Impec. On va y arriver. J'ai pas l'écran. Pardon, excusez-moi. Non, c'est bon. Ah non, tu veux. En fait, non, tu peux le faire. Donc, quand vous lancez ngrok, donc là, sur le port, sur localhost 7255, ça vous ouvre cette console. Donc ça, c'est un principe de tunneling. Ça veut dire que, comme là actuellement, le workshop qu'on a, l'application qu'on a, on ne va pas la déployer dans le cloud, parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas que ça à faire. Ce qu'on fait par contre, c'est on fait du tunneling de notre PC vers ngrok. Donc là, ça veut dire que nous, notre port 7255 en local, il est disponible maintenant à cette URL-là. Et donc, toutes les requêtes qui vont passer vers cette URL, on va les voir passer ici. On a même une web interface de ngrok, là, qui nous permettra de voir le contenu qui arrive, les JSON, ce qu'on retourne, les temps de réponse, etc., etc. Ça, on va le garder. Donc ça, vous devriez pouvoir le lancer de votre côté aussi, et vous devriez avoir un truc similaire. Gilles, comment on est là-bas? Comment on est au niveau du setup? Là, on a un problème avec Ngrok installation. Elle n'a pas encore installé en cours, mais je crois que Hugo, ça va. Oui. Hugo, il est bon. On installe, là, ça installe. Là, ça crée un compte. Ok. Bon, en attendant, ce que vous pouvez déjà faire, c'est ouvrir la solution, vous mettre sur le repo, sur la branche master, et comme ça, moi, en attendant, le temps que ça termine d'installer, je vais aussi vous guider, et on va voir ce que ça donne. Alors, donc comme Gilles l'a expliqué tout à l'heure, on est sur une base de clean architecture, donc vous retrouverez ici les fameuses 4 couches, d'accord? Nous, en soi, pour l'instant, on n'a vraiment pas grand-chose dans l'application, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'endpoint, on n'a rien du tout. Dans infra, on n'a rien. Dans le domaine, on n'a rien. Dans application, on n'a rien. C'est vraiment une application qui est vierge. OK? Donc là, nous, la première chose qu'on va devoir faire, on va passer tout de suite sur la branche. Le code, tu veux dire? Ouais. Donc passer sur la branche numéro 1, principalement pour faire l'ajout de dépendance et le config. Donc là, comme on a dit, je ne vous demande pas de le faire. Je vais vous montrer là, vous suivez juste la branche sur laquelle je suis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Ici, on va ajouter principalement 2 choses. Premièrement, dans une couche infrastructure, j'ai du mal avec les raccourcis de ton laptop, Gilles. Oui. C'est le laptop. Exactement, c'est le laptop. Donc, première chose qu'on a fait, sur la couche infrastructure, on a ajouté la dépendance à Vonage. Parce que une architecture, domaine centrique, notre service Vonage, c'est un driven adapter, c'est un adapteur qui va nous permettre de nous connecter à l'extérieur, donc par conséquent, il doit être dans infrastructure. On a ajouté autre chose, c'est également dans la partie application, une dépendance sur MediaTR. On gardera le débat sur le fait que ça devienne maintenant payant et est-ce qu'on doit toujours utiliser MediaTR ou pas. Néanmoins, ça va ici nous permettre d'implémenter le pattern Mediator parce qu'on va respecter certains principes de Common Query Segregation Principle pour mieux organiser notre application. La dernière chose, c'est que si normalement vous allez à cet endroit-là dans le projet Web API, dans le App Settings, on a également ajouté une partie de config. Là, vous devriez avoir d'abord une section Vonage dans laquelle vous avez 2 clés, application.id, application.key.
Là-dedans, vous devez mettre dans application.id l'application ID de votre application que vous avez créée. Là, vous cliquez sur copie et vous le mettez dedans. Comme ça. La deuxième chose, application.key, il faut aller dans les téléchargements que vous avez reçus parce que c'est là qu'on a reçu Open with Notepad, Blocknote. Et voilà à quoi ressemble la clé privée. Ne la partagez avec personne, évidemment, c'est pas enregistré, c'est pas grave. On la met dans application.key. Pas trop. Ah. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est à cause du bloc-notes. Je regarderai ça après. C'est pas grave. Deuxième chose, on a également une section qui s'appelle Workshop, dans laquelle on a Webhook Base URL. Là, il faut mettre l'URL que vous avez sur ngrok. Donc, l'URL qui est publique, vous la prenez, vous la mettez là-dedans. Elle va nous être très importante pour tout ce qui va être lié au Webhook. Parce que la raison pour laquelle on a besoin ngrok, c'est que quand on va faire des choses, on va appeler quelqu'un, on va recevoir un appel, on va envoyer un SMS. ngrok, Vonage, va nous renvoyer des informations par Webhook. Donc on a besoin d'avoir une API qui est publique, afin de recevoir ces informations-là et d'avoir un flow qui va ressembler un petit peu à une conversation. Dernière chose à rajouter, le numéro que vous avez, il faut le prendre. Nous, c'est l'autre. Celui-là. Et dans From Number, vous le mettez comme ça, sans les parenthèses et sans le plus. Là, notre configuration, elle est bonne. Elle est terminée. Donc ça, c'est la première étape. On a les credentials de Vonage pour pouvoir faire des calls sur notre API. On a le numéro de téléphone public qui est mis dedans, et on a l'URL public de l'URL public via ngrok. Dernière chose que j'ai oublié de mentionner, c'est également la configuration du SDK Vonage. Elle est totalement implicite, c'est-à-dire que dans la partie infrastructure, on a une classe de dependency injection dans laquelle on peut appeler une méthode d'extension du SDK qui est add_vonage_client_scope. C'est une façon pour nous de register toutes nos dépendances liées à Vonage en lisant la partie config. Donc ça va lire automatiquement la section Vonage que vous avez, ça va reprendre tout ce qu'il y a dedans, ça va le charger, et après, vous pouvez simplement résoudre n'importe quelle dépendance liée à Vonage, n'importe où dans votre application. On a ça, on a également le Options Pattern qui est défini sur la partie Workshop Settings pour pouvoir les réutiliser ailleurs dans l'application, et on a simplement défini déjà notre Vonage Service, qui pour l'instant ne contient absolument rien, si ce n'est deux dépendances. Donc là, en soi, notre application, elle est configurée, mais elle fait toujours rien. Il n'y a pas de point d'entrée, il n'y a rien du tout. Et c'est là qu'on peut passer sur la branche d'après. Parce que c'est maintenant qu'on va configurer le premier appel. Donc comment est-ce qu'on fait un appel vers un numéro de téléphone? Alors dans la mesure où... Pardon? Comme ça. Ah. T'as pas un drum roll quelque part sur tes speakers là? Normalement, si vous aviez dû faire le code vous-même, j'aurais opté pour de l'inside out, donc partir de l'infrastructure et après remonter jusqu'à la partie endpoint. Comme on est plus dans l'échange et dans le fait de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, on va faire l'inverse, on va partir de la Web API en tant que point d'entrée, et comme ça vous allez voir. Donc, nous, on a un endpoint, donc on est sur une minimal API, parce qu'on n'a pas forcément besoin de plus que ça. On va exposer un endpoint qui va être /initiate, qui va prendre un numéro de téléphone en paramètre.
Et une fois que vous allez, que l'API va recevoir une requête sur cet endpoint-là avec un numéro valide, on va en fait envoyer une commande qui va être une initiate call command. Et cela, on rentre dans l'application pour nos premiers use cases. Notre use case fait rien de particulier. Si vous avez déjà utilisé Mediator, vous savez ce que c'est une commande, vous savez ce que c'est une query, vous savez ce que c'est un handler. Donc, c'est une façon de pouvoir découpler totalement nos applications et de quand même avoir des process pour envoyer, faire un petit peu des events. Ce qui va nous intéresser surtout, ça va se passer dans le One Edge Service. Parce que le handler en soi contient très peu de logique, on appelle juste le service. Dans le service, par contre, c'est un petit peu plus intéressant. Alors, est-ce que je peux zoom out un peu? Est-ce que ça va comme ça? Ouais, ça va, c'est bon. Ok. Donc, notre One Edge Service. Quand on veut d'abord initier un call, première chose dont on va avoir besoin tout de suite, c'est de créer une fameuse commande. Cette commande-là, cette call command qui vient de chez One Edge, elle est un peu particulière. Parce que la première chose qu'on doit faire, c'est créer un NCCO. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un acronyme pour un nom barbare, vous ne pouvez pas le savoir. C'est principalement ce qu'on appelle, nous, un Call Control Object. C'est un objet qui va contenir une séquence d'opérations. Et ça va être la structure de votre appel. D'accord? Chaque action, elle va s'exécuter de façon synchrone. Et dès qu'une action est finie, on enchaîne avec la suite. Pour l'instant, c'est tout simple. On a un NCCO avec une talk action. Là, on est sur du text-to-speech. Ça veut dire que mon flow, c'est juste, lance une action avec bonjour, veuillez laisser un message après le bip en français. À noter qu'on a également l'option pour mettre en premium. Et vous aurez en fait un appel qui sera un petit peu plus cher, mais avec une voix qui sera beaucoup plus humaine. Ah bon, on verra. Et on crée derrière une commande dans laquelle on intègre notre NCCO et on définit quels sont les endpoints dans lesquels on veut créer ce fameux call. Là, c'est simple. Le from, c'est notre numéro virtuel, c'est le numéro de Vonage. Le to, c'est le numéro qu'on envoie lorsqu'on fait la requête HTTP. Maintenant, là, on a des phone endpoints. Il faut savoir que le to, ici, c'est une collection, parce qu'on peut connecter plusieurs choses à la fois, et on peut aussi également connecter autre chose que des phone endpoints. On peut faire du WebSocket, on peut faire des SIP endpoints, on peut faire d'autres choses. C'est pas juste des téléphones. Et derrière, tout simplement, on a le voice client de Vonage qui expose les fonctions liées à la voix. Donc, par exemple, créer un call, récupérer des calls, lancer un string dans un call, lancer ce qu'on appelle un DTMF, c'est quand vous devez saisir des informations sur le touchpad pendant un call, ce genre de choses. Ici, ce qui nous intéresse surtout, c'est juste de créer un call. Donc, en gros, vous avez votre call command qui contient le NCCO, vous envoyez ça sur le SDK, create call, c'est fini. Le call part. Donc là, si vous vous mettez sur la branche numéro 2, celle là qui est First Call Endpoint, celle où je suis maintenant, si vous avez configuré votre application, vous devriez pouvoir lancer votre application et via Aspire faire un call vers votre numéro de téléphone perso et vous devriez recevoir le call. Oui. Donc, les NCCO, on est bien d'accord que c'est une liste d'actions synchrone. Oui. Donc, si je veux faire ventiler tout un tas d'actions et faire de la synchrone et faire de l'agrégation, de l'orchestration, il faut que je le fasse moi-même. Ça serait quoi ton use case? En fait, il faut voir que la structure là du NCCO est synchrone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui se passent en parallèle. Ok. Non, je vais donner un exemple. Par exemple, là, mon NCCO, ça va être ce qu'on va faire plus tard, ça va être talk, donc text-to-speech, ensuite recording, et ensuite input. Recording, ça va être je lance le bip, et tout ce qui vient après le bip, c'est enregistré. Et le input, c'est je capture la voix de la personne en face. Le truc, c'est que recording, input vont aussi générer des webhooks. Donc tu vas très bien avoir ton flow synchrone NCCO et tu vas rechoper un webhook parce que ta transcription est terminée, et un autre parce que le recording est terminé, et un autre parce que voilà. Donc, et c'est là que tu peux avoir cet effet ping-pong. Donc tu séquences les actions, mais le retour peut être est asynchrone en fait.
Tu le récupères quand tu Voilà, veux. c'est pas parce que mon NCCO s'arrête ici que c'est nécessairement la fin du call. Ouais. Un concept un poil plus avancé. Non, mais Mais voilà, je vois ce que tu veux. Faut voir que, donc là, je vous fais un peu sur notre website, si vous voulez voir la différente liste, pardon, des actions que vous avez sur la NCCO, vous les avez ici avec le détail. Donc vous avez record, conversation, connect, talk, stream, input, notify, wait, transfer, et vous avez à chaque fois le détail, les explications, le pourquoi du comment. Donc ça, c'est un peu la Bible, si jamais vous devez faire de la voix, ça sera un écran qui sera incontournable pour vous. Alors, j'ai vu que ça avait testé là-bas, ça fonctionne? Ouais. Ah, on a fait un truc qui marche, hein. On a fait un truc qui marche. Ça me paraît pas si surpris. Est-ce que chez les autres, on n'est pas loin aussi? C'est ici, mais après, la petite personne. Pas le bon appel. C'est ici qu'on attend. Alors oui, si tu as un appel de la Massif, ça compte pas, hein. Ils utilisent peut-être pas d'aide, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Donc je vous montre, j'en profite pour vous montrer un truc en attendant, notamment ceux qui ont déjà fait le call, s'ils veulent regarder également. Dans le dashboard, on a également toute une partie log. Parce que là, vous avez les voice logs. Alors, je ne sais pas si je vais en trouver sur le compte de Gilles. Voilà. Comme vous voyez, Gilles a bien travaillé la semaine dernière. Il a fait beaucoup d'appels, il a beaucoup testé l'application, c'est bien. Donc, il faut savoir que nous, on a tout qui est absolument logué ici, jusqu'au prix de chaque appel. D'accord? Et on a la possibilité après d'avoir beaucoup plus de détails, et notamment de... Gilles, tu me prends un code, s'il te plaît? Ouais. Ça, c'est de notre faute. 1134. 1134? Merci. Il faut savoir que ces logs-là, au-delà d'être simplement des logs, on a même accès en fait à tout ce qui est renvoyé dans l'API. Vous avez accès au NCCO, vous avez accès aux différents webhooks qui ont été triggered à chaque fois. Ça, c'est queryable aussi, d'un point de vue utilisateur, pour faire du dashboarding, etc. Bonne question. On a une API qui est pas bonne dessus. Et je suis même pas sûr qu'elle est publique. Désolé, c'est enregistré, mais non. Mais ça, après, c'est pas quelque chose qui est demandé. En général, quand les gens se basent sur ce dashboard-là, c'est pour trouver un problème. C'est pour voir, tiens, j'ai tel call, j'ai trouvé l'ID dans mon OpenTelemetry, j'ai un problème dessus, je veux voir d'où vient le problème. Et là, ils vont dire, ah bah tiens, peut-être qu'il a été bloqué par un opérateur, ou peut-être qu'il y a eu autre chose. Ça, des use cases typiquement enterprise, voire même corporate, et Uber par exemple, qui doivent avoir une énorme gestion d'erreurs derrière. Je les vois mal remonter, se loguer directement chez Vonage pour. Non, là où on est pas mal loti, c'est qu'on a un taux d'erreur qui est très faible. En fait, il faut voir qu'ici, nous, en fait, toutes ces informations-là. Oui. Ouais, ça va. Je veux dire que nous, par exemple, ici, la grosse, surtout ce qu'on rajoute par-dessus, c'est notamment tout ce qui est plugué avec Vonage, c'est le flow, le NCCO, les webhooks. Par exemple, derrière, savoir si un appel téléphonique a été bloqué ou refusé, et ça, c'est pas de notre faute, hein. Ça, c'est les telcos qui sont responsables Bien aussi. sûr. Donc, en fait, on récupère leur information et on essaie de le mettre dans un dashboard. Mais Ouais. après, j'imagine que si tu voudrais construire ton propre dashboard, actuellement, on n'a pas un truc pour. D'ailleurs, il y en a un et que je suis pas au courant. C'est pas impossible aussi. J'ai perdu le dashboard. Laissez à freeze. OK. Comment ça avance de ton côté, Gilles? Ça avance, on est dans les deux, on est dans l'appsetting.json parce que la clé a du mal à être reconnue à cause d'informatique qui est bizarre. Ah, c'est parce qu'elle va les lignes à chaque fois, il faut remettre ça à cause du bloc-notes. Et ils sont en train de formater tout ça. Ouais, c'est pénible. Donc il faudra le faire qu'une fois. Ils sont tous les deux là-dessus.
Je pense qu'après ça, on est bon. Ngrok, c'est fait. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que dès que les deux appels-là sont testés et fonctionnent, Après, c'est moi, j'accélère un peu, je vais plus loin, on va parler plus de code là éventuellement, mais il n'y aura qu'un essai pour tester la partie recording et la partie transcript et SMS. Mm. Et comme ça, après, je te laisse encore de la place pour faire la partie MCP. MCP, ouais. Ça va? Ouais. Donc, on était là. Bon, on avance, du coup, peut-être. Hein? On avance. Ouais. Je vais quand même avancer, même si ça galère Dans le développement Alors, fast forward, je passe à la suivante. Donc là, l'idée maintenant, c'était d'intégrer le recording et de récupérer une transcription du call. Il n'y a pas grand-chose qui change ici, si ce n'est notre Vonage Service, il va y avoir un petit truc en plus. Dans le NCCO, maintenant, on a une deuxième action. Donc après la talk action, on a une record action. Là, ici, c'est intéressant. Vous avez le text-to-speech qui s'exécute de façon synchrone. Quand le text-to-speech a terminé, on lance la record action. Ici, on a trois choses. Première chose, on a beep start. Ça veut dire que l'action recording, elle va vous mettre un beep dans le call, et c'est ça qui va vous donner le signal pour dire que le call est enregistré. Ensuite, on a une valeur end on silent, ça veut dire que dès que la personne arrête de parler et qu'on attend 3 secondes, on considère que la personne a terminé sa phrase, et on a un objet transcription qui contient une event URL et une langue. Là, c'est intéressant, ça veut dire qu'une fois que le recording est terminé, on lance une transcription en français et on envoie le résultat de la transcription sur un endpoint qu'on aura créé pour notre application dans call endpoint qui sera transcribed. Et là, au niveau de notre use case, on aura dans le handle transcription command handler simplement le fait de télécharger la transcription et de la mettre dans les logs. Ça, je ne vais pas vous le faire essayer parce qu'on va attendre de passer aux 2 étapes suivantes. Parce que là, pour l'instant, on log le résultat, ça n'a pas énormément de valeur. Si je passe à la suite, l'idée maintenant, c'est bien de récupérer la valeur, le résultat de la transcription, mais on va en faire quelque chose, on va l'envoyer par SMS. Alors, qu'est-ce que ça change? C'est principalement au niveau du handler. Que je ne dise pas de bêtises, oui. Maintenant, on va être sur une étape un peu différente. C'est-à-dire que je récupère ma transcription, j'ai ma valeur en chaîne de caractères de ce que Gilles m'a dit lors de son message. Je dois maintenant l'envoyer par SMS. Je récupère également les informations de la conversation audio pour savoir quel numéro a appelé. Donc là, par exemple, moi, dans le message, ça m'intéresse de savoir que c'est le numéro de Gilles qui m'a appelé. Donc j'ai besoin de récupérer cette information-là et on peut le faire via les API de Vonage ici. Je vous montre le call après. Et derrière, c'est d'envoyer dans SMS le résultat. Donc là, on est sur du code d'orchestration, il n'y a pas beaucoup de logique. C'est principalement assembler les valeurs ensemble. Dans le Vonage Service, par contre, là où c'est intéressant, donc là, pour télécharger le transcript, c'est une URL que vous recevez. Vous appelez cette URL avec du GET, vous utilisez notre générateur de tokens avec vos credentials. Et au niveau de l'envoi de call, de SMS, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un SMS qui va ressembler à ça. Donc, on va avoir un indicateur pour dire « Hey, c'est un nouveau message vocal de tel numéro qui aura duré autant de temps avec la transcription. » Et on envoie ça.
Comme tout à l'heure, vous prenez le client Messages de OneEdge, vous faites Send en créant un objet SMS et le SMS part. Alors là, ce que je peux vous demander, c'est d'aller sur la branche numéro 4 et de refaire le même essai. Donc vous devriez garder le changement que vous avez sur la config. Et que je dise pas de bêtises, vous devriez pouvoir lancer l'application, refaire l'opération et avoir ce fameux recording lors du call et recevoir un SMS. Gilles, enlève-moi d'un doute. Oui. Dans l'app settings, le from number qu'on met là, c'est le numéro virtuel ou c'est le numéro qui doit recevoir le message? C'est le numéro côté Vonage c'est le numéro qui reçoit les messages. Ok. Ça va. Ouais. Juste pour être sûr. Encryption manager. Alors, du coup, on va enchaîner sur l'étape suivante de notre workshop, qui est les MCP serveurs. Donc, déjà, avant de... Je pense que Donc, MCP serveurs, alors déjà un peu de contexte, qu'est-ce que les MCP serveurs? Et surtout, ça répond à quel besoin? Donc, avant les MCP serveurs, ce qui se passait, c'est que les LLM n'avaient pas d'accès. Faut que je parle un peu plus fort, OK. Les LLM n'avaient pas forcément d'accès facilité vers des applications externes. Par exemple, si dans votre LLM, vous disiez s'il te plaît, envoie un email à gilles.potier@gmail.com, le LLM va te dire non, désolé, je n'ai pas accès à Internet. Et ça, c'est problématique. Du coup, il y a certaines compagnies comme Google, Airbnb, et cetera, qui ont mis en place, qui ont aidé, du coup, les grandes entreprises de LLM à connecter tout ça ensemble, un peu comme des API, sauf que c'était des implémentations un peu, custom et c'était assez compliqué à maintenir tout ça. Laissez-moi vous montrer, vous illustrer tout ça. Voilà. Donc typiquement, ça donnait quelque chose comme ça. Chaque, grand LLM sur votre gauche essaie d'accéder à à diverses, applications via certaines, API, via des implémentations custom, mais il y avait autant d'implémentations que de LLM différents. Du coup, ça crée des grosses complexités. Si maintenant à droite, par exemple, je sais pas ça, Outlook ou Gmail décidaient de modifier, leurs API, ça pouvait potentiellement, casser, toute communication avec des LLM qui essaient d'utiliser ces outils. C'est un peu la même problématique qu'on peut avoir avec, des API. Typiquement, on a une application qui essaye, d'utiliser des API, bah, ça peut faire un gros micmac, tout est très custom. On utilise des endpoints pour faire des actions très spécifiques et dès que des modifications sont faites côté API, bah, ça peut casser, le fonctionnement de notre application. Donc là, il y a Anthropic qui est arrivé et qui a dit, ce qui serait bien, c'est qu'on crée un protocole qui va formaliser tout ça et qui va rendre ça un peu plus universel. Et ce protocole, c'est le protocole MCP. Donc, une fois que le protocole MCP est mis en place, ça ressemble plutôt à ça. Ce qui se passe ici, c'est que le MCP server qui est au centre va harmoniser la communication entre les LLM, mais aussi tous les outils. En fait, il y a un langage commun qui se crée entre les 2,
Ce qui fait que quand un LLM décide d'utiliser un outil, il va le faire via langage naturel et les outils à la droite vont comprendre comme si c'était également un langage naturel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en général, chaque entreprise, grosse entreprise qui décide du coup de mettre à disposition des API, va eux-mêmes coder leur propre MCP. Je parle pas assez fort? Ça va? Ouais. Chacun va coder son propre MCP server pour mettre à disposition de manière harmonisée, des fonctionnalités pour les LLM. Typiquement, par exemple, Google qui décide de créer un MCP server pour Gmail, qui va mettre à disposition des outils que le LLM va comprendre, on va dire naturellement. L'utilisateur n'aura juste qu'à, prompt quelque chose et le MCP, enfin le LLM va plutôt chercher les bons outils par rapport au contexte qu'on donne dans le prompt, chercher le bon outil mis à disposition par le MCP server des entreprises et va, faire l'action nécessaire sans qu'on ait besoin de, passer par une API, faire du développement compliqué. Donc ça, c'est quand même une belle harmonisation. Une autre image qui illustre bien, c'est qu'on a, là en l'occurrence, une application, mais la plupart du temps c'est un LLM, qui va appeler juste par un point d'entrée un MCP server avec un langage harmonisé, et qui va lui-même, derrière le MCP server, implémenté par les entreprises, faire le travail qu'on n'a pas du tout envie de faire. Voilà. Donc ça, c'est pour les généralités. Je ne sais pas si vous étiez déjà familiarisé avec les MCP, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser tout de suite, parce que ça, c'est le côté très théorique, et maintenant on va passer plutôt à la pratique. Nous, dans notre application, on va pas tout à fait implémenter ça. On a voulu montrer comment on allait implémenter un MCP server en termes de code, mais derrière, c'est pas exactement ce qui va se passer là, mais j'y retournerai un peu plus en détail après. Oui, Quand tu parles d'outils pour un MCP server, c'est typiquement, une action possible, une action possible. ouais, Alors, envoyer un mail, par exemple, c'est un outil? c'est la terminologie, c'est pas tout à fait ça. Pour être plus précis, le langage qui a en commun entre enfin, le transport de langage se fait via, un transport qui s'appelle le JSON RCP. Je sais pas si ça vous parle? C'est un langage de transport, externe qui suit tout simplement le formalisme JSON, et dedans, il y aura certains paramètres, dont des tools, que du coup les entreprises vont décider d'exposer, et chaque tools, aura une fonctionnalité derrière qu'on va pas forcément nous connaître en tant qu'implémentation, mais qui sera assez descriptive pour que le LLM puisse comprendre. Typiquement, par exemple, Gmail va avoir une tools slash, envoyer email, ou une tools slash, rédiger un email, par exemple, et quand nous, on va demander, envoie un email, notre LLM va regarder dans les MCP servers, il va chercher toutes les tools qui pourraient correspondre à ce que l'on lui demande, envoie un mail, il va trouver une tools, envoie un email, et du coup derrière après, il y a une action qui est faite, une implémentation dont nous on ne sait absolument rien. C'est, typiquement la droite de l'écran ici. Je ne sais pas si ça répond à ta question? Ouais, ouais, bien sûr. OK, voilà, bah, si je peux vous montrer par exemple, des MCP serveurs pour te montrer à quoi ça peut ressembler, tools tout simplement. Donc il y a évidemment plein de sites internet qui référencent, sur lesquels on peut télécharger des MCP serveurs qu'on peut plugger à notre LLM. Ici, on va utiliser Claude. Je vais pas les implémenter, mais c'est pour te montrer à quoi ça peut ressembler. Si par exemple, je sais pas, je vais mettre Airbnb, R, celui-là par exemple. Tu vois, donc ça, c'est les features du MCP, mais plus bas, en général, tu vois les tools quelque part. Voilà, tools, et là, en l'occurrence, il faut que je zoome un peu, ouais, pardon. Là, en l'occurrence, on a 2 tools. On a Airbnb Search et Airbnb, Listing Details. Donc typiquement, si tu télécharges ce MCP server, que tu le plugs à ton LLM, tu vas, faire une requête, et si tu parles de Airbnb, ton LLM va tout de suite comprendre. Il va d'abord regarder dans tous les MCP serveurs qu'il a chez lui. Il va se dire: «Là, il me parle de Airbnb et j'ai un MCP, serveur qui est en lien avec Airbnb». Il me demande par exemple, si, à Ibiza, il y a de la place. Il va se dire: «Ah, location, ça me dit quelque chose», et il va lui-même aller demander, en utilisant cet outil Airbnb Search, communiquer, faire des va-et-vient avec le MCP server pour faire les actions nécessaires.
J'ai le temps pour deux questions supplémentaires. Ouais, vas-y, dis-moi. Et question numéro 1, je vois qu'il y a des paramètres qui sont required et d'autres optional. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si tu ne donnes pas dans ton prompt les paramètres qui sont required? Il va juste squeeze. C'est-à-dire, si tu dis, par exemple, Skipper il va skipper. Tu pourrais très bien dire quand a été fondé Airbnb, et du coup, il va te répondre. Il va d'abord chercher dans le MCP si ça correspond avec des tools qu'il a. Donc Airbnb Search, il va dire non, ça n'a rien à voir. Il me demande une information plus générale sur Airbnb. Du coup, il va enlever la tools, il va chercher les autres tools s'il y a des trucs intéressants en lien avec ta question. Puis il va voir qu'il n'y a aucune tools qui sont intéressantes. Du coup, il va te répondre de manière plus générique avec sa base de données à lui, enfin sa base vectorielle à lui. Par contre, si tu dis j'aimerais réserver un Airbnb, là il va dire ah bon alors là j'ai un truc Airbnb Search. Par contre, il n'y a pas de location. Donc il va rien te retourner. Ou alors il va te dire quelque chose du genre j'ai essayé d'accéder à cette tools parce que tu vas avoir un prompt qui va te dire je vais utiliser ce MCP server, mais il va te retourner quelque chose pour te dire donne-moi une location plutôt pour enfin une localité pour pouvoir que je réponde à ta question en utilisant le MCP server. Et donc, ça répond à ma deuxième question également, c'est-à-dire que c'est donc bien le LLM, enfin, c'est le LLM qui fait le mapping entre ton prompt et le MCP server, enfin les paramètres du MCP server. Voilà. C'est-à-dire, Ibiza, ça me paraît pas mal pour location, ou je sais pas, voilà. Ouais. Tu donnes un prix et il va faire le mapping lui-même avec les paramètres. Pas besoin de lui dire location equals machin. C'est ça, ouais, exactement. Pour être un peu plus, pour entrer un peu plus dans le détail, en gros, moi j'utilise Claude Desktop dans ce cas-là, mais il y a d'autres outils comme ChatGPT qui peut communiquer via MCP protocol. Mais en gros, tu vas setup dans ton Claude. Bah, je vais ouvrir, je vais te montrer. C'est très rapide. Je fais un petit segue, mais c'est intéressant. Tu vas dans tes settings dans Claude. Alors là, j'ai le problème de MCP, mais bon, ça, c'est pas grave, c'est de la config parce que j'ai testé des trucs. Ça a l'air de bien marcher. Ah ouais. Tu vas dans tes connecteurs et tu vois différents connecteurs. Tu peux rajouter des MCP ici et tu peux les configurer, tu peux les installer, et cetera. Maintenant, tu décides d'installer, par exemple, toujours pour rester dans Airbnb, un MCP Airbnb. Ton MCP client, ça va être le LLM. Et quand tu vas lancer que le desktop, en background, tu vas avoir des processus alloués à tous les MCP que tu as installés sur ton cloud desktop. Et ça, c'est les MCP serveurs. Tu vas envoyer une requête, lui, il va scanner dans tous ces MCP serveurs via tous ces processus. S'il y a quelque chose qui match avec ta requête, ton MCP client, du coup, la requête LLM, et puis lui ou non, il va les utiliser. Voilà. On est d'accord que le MCP, pardon, je monopolise. Non, mais aussi. Le MCP server dont tu parlais, Airbnb, est bien développé par Airbnb. C'est pas un truc tiers. Tu peux avoir des. Alors, ça dépend. Quand tu vas sur les sites, d'ailleurs, tu peux le voir ici. Si je reviens Il peut ici. y avoir un tiers qui se connecte aux API publics de Airbnb. T'as des MCP officiels. Tu vois, par exemple, typiquement, il y a une catégorie officielle ici. Ça, c'est vraiment les entreprises qui créent leur propre MCP. Mais toi, tu peux très bien créer un MCP avec tes propres tools. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire après. Enfin, ce que je vais montrer après. Tu peux créer des MCP servers avec tes propres tools qui va taper dans des API à droite et à gauche pour faire ce que toi, tu as envie. Et tu peux le mettre à disposition. Et typiquement, dans Cloud Code, tu peux te connecter à un MCP custom. En admettant que tu exposes ton application, enfin ton MCP serveur tu les déploies sur un serveur ou quoi, tu peux très bien le connecter ici, voilà, si tu veux pas l'avoir qui tourne en local, quoi. Merci. Voilà. Du coup, alors, là où je voulais en venir, c'est que nous, on va, pour ce workshop, on va pas implémenter ça exactement. On va utiliser notre application Vonage comme un LLM, sauf qu'on ne va pas envoyer du langage LLM, on va plutôt utiliser une requête HTTP. Le MCP server, on va le développer pour montrer comment fonctionne un MCP server, la terminologie et comment le formalisme JSON RCP. Et on ne va pas non plus aller chercher dans une API externe, on va plutôt créer un service qui va simuler cette API externe, un service qui va utiliser
un LLM local. Voilà. C'est parti. Donc, je reviens ici et je change de branche. On va switcher sur la branche numéro 5. Voilà. Donc, si vous switchez sur la branche numéro 5, vous verrez qu'on a créé un projet MCP Server ici. Donc, c'est une console app toute simple, où dedans, on appelle un service Ollama. Donc, c'est le fameux Ollama que vous avez installé sur votre ordinateur qui, une fois lancé via Ollama Start, je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous lancez Ollama Start, il expose du coup cette URL sur laquelle vous allez pouvoir faire des actions. C'est un serveur local et on a aussi créé un service, Ollama Service, où juste on set up le service tout simplement. Donc là, il n'y a vraiment rien de très compliqué. Le plus intéressant vient ensuite sur la branche numéro 6. Vous me dites si tout va bien, vous m'arrêtez si vous avez des questions. All good? Super. Donc, on va switcher sur la branche numéro 6, et là, ça devient un peu plus intéressant. Donc, là, c'est le point d'entrée de notre console app, de notre MCP server. Donc, il est démarré, c'est super. Et on a instancié l'Ollama Service avec notre modèle Gemma que vous avez dû télécharger. Allons voir ce qu'il fait maintenant, cette Ollama Service. Dedans, il y a deux méthodes. Il y a la méthode Summary, avec un prompt. Je ne sais pas si vous êtes familiarisé avec le prompt engineering, mais globalement, plus le prompt il est spécifique, meilleur sur la réponse, surtout si votre modèle, comme celui qu'on a localement, est plutôt a pas beaucoup de paramètres. Donc là, il faut être le plus précis possible pour avoir le plus de chances d'avoir la meilleure réponse. Donc là, on a fait un peu de prompt engineering, où on a vraiment spécifié qu'on est un assistant, qu'on est spécialisé dans la reformulation de messages vocaux, même si ça n'a pas beaucoup de sens. Et on lui donne des tâches, il faut créer un résumé clair, utiliser la troisième personne, etc., avec des exemples. Et évidemment, on le veut en français. Et à la fin de ce summarize, on a un generate avec des paramètres qu'on va pouvoir donner à notre LLM. Donc la température de ce paramètre, c'est pour dire à quel point le LLM il doit être créatif dans sa réponse. Donc plus on tend vers 0, plus la qualité sera nulle. Si on est à 0, il donnera toujours la même réponse. Et plus on s'éloigne de 0, plus il va être créatif et jusqu'à dire complètement n'importe quoi si on va trop loin dans ce paramètre. Là, et pareil, il faut tous ces paramètres-là dont je vais parler, il faut un peu jouer avec pour avoir les réponses les plus, les plus attendues, les plus intéressantes. Le top P, c'est une valeur entre 0 et 1. C'est pour juste exprimer à quel point les tokens qui se suivent ont du sens entre eux. Parce que le LLM, quand il génère une réponse, il génère les réponses à la volée, il commence un mot, puis un deuxième mot, et puis en fonction du mot d'avant, il fait sa réponse. Et plus on approche de 0, moins les mots entre eux ont besoin d'avoir du sens pour continuer à formuler sa phrase. Et plus on est proche de 1, plus les mots ont du sens entre eux. Et un bon paramètre, c'est entre 0,8 et 0,95, quoi. Là, on est à 0,9. Repeat penalty, c'est à quel point un LM peut se répéter dans sa réponse. Le paramètre de base, c'est 1,2, mais c'est assez, comment dire, c'est un paramètre qui peut être assez tweaké. On peut l'augmenter de pas mal et le descendre de pas mal sans que ça ait vraiment beaucoup d'impact quand c'est des petites réponses. Et num of predict, c'est le nombre de tokens qu'on veut qu'il utilise. Voilà. Donc plus on augmente le nombre de tokens, plus la réponse mettra du temps pour être longue. Et si on limite le nombre de tokens, en l'occurrence surtout quand c'est un modèle local, il va essayer de faire une réponse plus concise. Donc du coup, on passe ces paramètres à la méthode generate. Et ici, generate, on va tout simplement créer une generate request qui vient c'est une request que Ollama attend avec le prompt, et on generate ces requests ici. Voilà. Et bien sûr, on passe nos options à la request. Ensuite, ici, c'est une book of for each, parce que comme je l'ai dit, le LLM, quand il va générer sa réponse, il va générer sa réponse
mot après mot, ligne après ligne et du coup, là, il faut faire un for each sur la réponse et toutes ces micro-réponses, les mettre une à une avec ce response builder append qui crée sa réponse et à la fin, on retourne la réponse finale. Donc ça, c'est notre, Ollama service qu'on instancie tout de suite au début de l'application. Si maintenant on voulait tester si ça fonctionne, on pourrait tout simplement faire var response égale, voilà, typiquement ça, await Ollama summarize avec une phrase. On lance l'application, bah, on peut le faire d'ailleurs. On lance l'application. Hop. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que aussi on a connecté, évidemment notre MCP serveur dans Aspire. Je vais vous montrer après comment on fait. Donc là, l'application se lance. Et un problème avec les app settings, c'est parce que je pense que la clé, elle est mal formatée. Et je pense que c'est pour ça. Mais normalement, mon appsetting.dev, elle est bien. Donc je vais faire ça comme ça. Faire ça comme ça. Normalement, ça devrait être bon. L'application, ça se lance sur le côté. Ça va ouvrir la console Aspire. On est là. Et target machine fluid. Ah, ça je sais pourquoi. C'est parce que j'ai Claude Code qui est ouvert ici. Je vous expliquerai pourquoi après. Il faut juste que je quitte Claude Code et normalement tout devrait fonctionner. Je vais vous expliquer ça dans le détail après quand on va expliquer comment faire interagir notre MCP server avec Claude Code. Voilà. Et toujours pas. Refuse it. Peut-être parce que j'ai juste pas lancé Ollama aussi. Alors ça c'est peut-être tout simplement ça. Oui, voilà, Ollama n'est pas lancé, excusez-moi. Il faut que je lance Ollama. Je vous ai dit de tous le faire et moi je l'ai pas fait. Donc là, on lance notre serveur Ollama. Donc forcément, il ne peut pas y avoir de communication avec, nos modèles locaux. Ça se lance. Et là, ça a l'air bon. Donc, on a toujours notre API qui est là et là notre MCP server. Allons voir la console ici. MCP server démarrer. On va regarder ce qui se passe ici. Alors vous voyez, moi je sais pas comment vous le montrer, mais là ça c'est notre Ollama serveur et il y a quelque chose qui s'est passé là. Donc en fait, il a généré ce qu'on lui a demandé et j'ai oublié de console writeLine, évidemment, parce qu'on est si je retourne ici, regarde, j'ai la réponse, mais je l'ai pas console writeLine. Forcément, on peut pas avoir la réponse. Je fais ça et après j'avance un peu plus vite. C'est juste pour vérifier que c'était bien configuré. Response. On retente le coup. Vous pouvez essayer ça chez vous. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir la configuration, si quelqu'un avait des problèmes de configuration avec l'API, comme ça c'est un projet qui est à côté, vous pouvez quand même essayer de le faire, de votre côté. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Donc là, MCP serveur démarré et on a une réponse. Donc notre serveur a bien fait quelque chose, ici, il a generate une réponse par rapport à notre prompt. Une personne a appelé pour prendre rendez-vous pour une consultation médicale, ce qui est bien le résumé du prompt qu'on a mis. Bonjour, je m'appelle Jean Dupont et je souhaite prendre un rendez-vous. Donc tout a l'air de fonctionner, notre summarize fonctionne bien. On va faire un petit contrôle Z de tout ça et on va passer à la suite. Donc là, on a le tool service ensuite. Le tool service, ça va rentrer un peu plus dans le détail par rapport à ce que la question qu'on nous a posée tout à l'heure. Le tool service, c'est, on a juste une méthode dedans qui exécute.
En gros, il va y avoir un moment où on va dire: «Je veux que tu m'exécutes cette tool et cette tool ici». On a malheureusement qu'un seul outil mis à disposition, c'est le summarize text. Cette tool va ensuite summarize, le paramètre texte qu'on lui a passé. Ça sera plus clair tout à l'heure. Plus important, c'est le JSON RCP service qui vient juste après. Le JSON RCP service, c'est l'endroit où on crée les tools obligatoires qu'il faut mettre à disposition pour qu'un LLM puisse comprendre ce qui se passe. Les 3 tools obligatoires, c'est initialize, c'est list et c'est call. Voilà. Donc si je reprends ce que je disais tout à l'heure sur les LLM qui communiquent avec les MCP serveurs, quand il va essayer de configurer le MCP server, il va d'abord vérifier avec le initialize si, les 2 versions, du MCP match entre le client et le serveur. Il va aussi vérifier, le nom tout simplement pour l'enregistrer et après il va lancer un tool list qui va lister du coup les tools mis à disposition par le MCP server. Et enfin, la dernière, mais pas la mais la plus importante, c'est, le tool call qui va juste lancer l'outil, dont il a besoin. On va voir un peu plus en détail ce que c'est. Donc il y a le create initialize response. Donc c'est le fameux, JSON RCP object, qu'il faut initialiser avec le plus important, c'est le protocole et le nom, du MCP qu'on donne. Ensuite, il y a la création de la tool list. Donc ça, c'est pas important, les ID, la version du RCP, bon ça, c'est assez standard. Le plus important, c'est donner la tool qu'on veut mettre à disposition, donc le summarize text et la description. Parce que le LLM, ouais, il faut que je me dépêche. J'avance vite, le LLM va juste se baser sur le résumé pour aller chercher quelle tool peut l'intéresser. Et enfin, le handle tool call, c'est la décision d'utiliser, hop là, la décision d'exécuter un outil en fonction de ce qu'il a choisi. Voilà. Et pour revenir ici, et puis ensuite là, c'est tout simplement la création d'un HTTP transport parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut que notre application communique avec le MCP server via, un endpoint parce que, notre, application à nous, c'est pas un LLM, c'est juste, une application qui peut utiliser des méthodes, pardon, des HTTP. Donc du coup, on a créé un client endpoint MCP, sur lequel on va juste envoyer, dans notre request, on va envoyer l'outil qu'on veut utiliser, en l'occurrence le summarize, Voilà, donc ça, c'est pour cette branche. Ce qu'on peut faire, j'avais préparé ici, plusieurs endpoints, donc du coup, les fameux 3 méthodes à utiliser qu'un LM pourrait typiquement utiliser, le initialize. Et ça, c'est le retour. Le retour, c'est du coup, il donne la version, c'est le plus important, et le nom du MCP. Ensuite, là, on a la tool list. Je vais le lancer. Alors, tac, 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 tac. MCP, je l'ai peut-être pas lancé, mais bref. Ça va retourner sous format JSON la liste d'outils nécessaires. Et pour finir, c'est utiliser juste un des outils avec le bon argument pour avoir la réponse, demandée. Ouais, je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions. Donc, comme j'ai dit, là, on va utiliser une requête HTTP. On va pas pas tout faire comme si un LLM faisait. On va juste envoyer en dur la méthode summarize text. On veut utiliser cet outil. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si maintenant on switch de branche et qu'on va à la suite, hop, on va avancer. On va lancer le serveur et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a juste créé. On va Enchaîner super vite sur une démo à la fin avec Supabase. avec Supabase, ouais. Parce qu'il reste peut-être juste faire la démo. Ouais, OK. On me dit dans l'oreillette que, on on va avancer un peu plus vite. Ouais, je voulais quand même juste montrer
que Claude, on peut facilement le connecter du coup à notre MCP serveur très rapidement. Alors évidemment, là, il me fait mentir, mais normalement, ça devrait marcher. Si on va dans les settings, tac, connector. Donc là, on a bien un Ollama processeur. C'est parce que j'ai fait plusieurs tests, donc il y a plein d'erreurs, mais normalement, ça devrait fonctionner. J'ai un Ollama processeur qui est là. Donc c'est, il pointe, si on va voir dans le Developer Tool, là, on a un fichier de configuration avec lequel on configure tous nos LLM, nos MCP serveurs. Là, j'ai du coup, ouais, je vais zoomer, pardon, si ça marche. Contrôle. Pourquoi ça veut pas zoomer sur celui-là? Désolé, je fais ce que je peux, mais en gros, hein? Je vais pas. Oui? Ah oui, contrôle plus. Pourquoi la molette ça fonctionnait pas? Et j'ai fait la molette, ça marche pas. Alors pardon, excusez-moi. Donc, en gros, j'ai mon Ollama processeur ici, je lui mets un argument et je pointe surtout vers l'exé de l'application de mon MCP serveur. Voilà, ça c'est pour la config rapide. Donc la config n'est pas compliquée. Si je retourne ici et que maintenant je vais lui dire un truc avec résume-moi dedans, il devrait comprendre que j'ai un MCP server avec la tool qui peut summarize du texte et il va normalement l'utiliser. Donc résume-moi ce texte. Je vais à la boulangerie du coin acheter du pain. Voilà, tac. Et là, normalement, il va se dire: ah, attends, j'ai quelque chose là. Tac, pas du tout. Alors, évidemment, c'est l'effet des mots. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que je suis bien sur la bonne branche? MCP serveur, HTTP, tac, tac, tac. Ah non, c'est parce que je suis pas. Sur la STDIO. Ouais, je suis pas sur la bonne branche. C'est pour ça. Je relance juste le truc. J'ai oublié de switch. On y est. On relance. Tac. Normalement, si je vais là en plus, j'ai mon Ollama processeur. Ah bah il est pas allumé. Tac, playwright. Alors, évidemment, c'est l'effet des mots, ça ne marche pas, mais je vous assure qu'avec la bonne config, si vous faites demander un résumé, il va comprendre que votre MCP local met à disposition ces outils-là et qu'il va l'utiliser tout simplement pour faire le résumé. Voilà, donc ça c'est ce qui conclut la partie MCP serveur. On va rapidement enchaîner sur les branches supplémentaires. À quel point, surtout sur la dernière. On va aller sur la dernière branche avec tout le workflow final. Donc en gros, ce qu'on fait ici, donc notre dernière branche, tout le workflow, c'est en gros, on va faire un appel, on va laisser un message, le message va être on va recevoir un transcript de ce message par Vonage. Ce transcript va ensuite être summarize en utilisant une intelligence artificielle, va ensuite être uploadé sur un storage Supabase avec l'audio, et tout cela sera envoyé par SMS avec toutes les informations, le transcript, le summarize et l'audio. N'oublie pas l'upsetting, parce que moi j'ai mis des valeurs à l'arrache, avec le private key de l'autre compte que j'ai testé. Ok, parce que j'ai changé tout à l'heure, donc normalement ça devrait être. Ok, impeccable. Sauf peut-être le Nvoc. Ouais, bon, c'est pas grave. Vérifier. Vérifier. Il est. Ouais. Là. Tac, c'est peut-être. Ouais. Tac. Effectivement. Bon. Tac.
Tac, product URL, on est bon. On va lancer tout le bazar. Tac. Hop. On lance l'application. Voilà, on a notre dashboard Aspire qui arrive. On va là, on va initiate un call et je vais prendre. Tu peux me redire ton numéro, Guillaume? 6 07 11 89 24. 24. Donnez la table entière. C'est sûr, il est Tac. Et alors, tu devrais recevoir un appel. Il a reçu l'appel. Chez Boncoin, il voulait 1700 pizzas pour dimanche. Sauf que moi, je ne peux pas appeler le boulanger. Parce que c'est pas le premier qu'il faut appeler, c'est le pizza Lego. Et puis, pas dispo, il faut en s'il te plaît, est-ce que tu peux donner le bon nom? C'est un long message. Merci. C'est un très long message. Donc là, Générer un summary intéressant. il vient de raccrocher. On va regarder ce qui se passe dans nos consoles. Donc on va ouvrir la console. Non, c'est pas du tout. On va ouvrir la console. Si. Puis ça va bien lancé. Voilà, on a un transcript webhook qui est arrivé. On start le processing. Tac, 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 tac. Voilà, il se passe des choses ici. Là, on récupère l'audio ici. Et on n'est pas sur la bonne branche. Devoir te rappeler, je pensais avoir check-out. Ah, Je suis sûr d'avoir check-out. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça ne check-out pas. Tac, bring the change. Discard. Désolé, j'ai pas l'habitude de check-out avec Visual Studio. Par rapport à ici. Ça, je sais vraiment comment ça fonctionne. Discard. Voilà. Pas pourquoi. Ça n'a pas switch comme on voulait. Tac, on a une copie du texte avant de faire le changement de fichier. Ouais. Là, je suis sur la bonne branche. Tac. Faut arrêter. On va le mettre dans le web dev aussi. Ah, c'est bon, là c'est bon. Eh ben, on va tenter. Ok. Est-ce que le dashboard va s'ouvrir? Oui, ça vient. Tac. Très bien, on va refaire l'appel. Moi, je vais te redemander ton numéro. Tac, tac. Plus 33, 6, pardon, 33, 6. 07 06 07. Non, pardon. On a le numéro complémentaire. 07 07, pardon. 0, non. Ouais, 06 07 ok, pardon. 27. 11 89 24. Hop. Et j'appelle. Et ça répond. Salut Gilles, c'est encore Guillaume. Je vais essayer de te joindre, tu réponds jamais. Moi, j'ai pas le temps de faire un workshop, donc bref. Je te rappelle que M. Condon m'a rappelé, il faut commander 1725 pizzas chez le boulanger pour demain. Allez.
À plus. Il raccroche. Et là, on a le processus qui se met en place ici, le recording webhook et l'upload vers le storage Supabase dont on parlait tout à l'heure. Il va aussi normalement demander le summarize côté MCP. Voilà, c'est ce qu'il fait là. Tac, tac, tac. Début du traitement MCP du transcript. Donc si on va voir dans notre console MCP, là, il se passe des trucs. Donc il exécute l'outil dont on a parlé, le summarize text. Ah, il faut le laisser un peu mouliner. Si on regarde la console, Olama, quelle heure il est? 18h46. Donc là, il doit être encore en train de traiter. Voilà. Voilà, il a fait tout. Là, on a tout mis, on a toutes les mises à jour. Tac. Là, il a traité le transcript pour le summarize. Il le renvoie du coup à notre API. Il upload le texte vers Supabase. Donc ça, c'est le transcript. Et puis le résumé. Puis normalement, il devrait aussi t'envoyer un SMS pour te dire où trouver toutes ces informations avec l'audio. Parce que du coup, c'est la partie qui a foiré là. Ah. Ah. Pas que ça. Ouais, je t'en prie. Je crois que je sais. On a le body qu'on essaie d'envoyer, Il mais est là, il est là. Mais justement, parce que je veux voir un truc. This week. Tu vois? Même source. Là, il fonctionne pas. Et je sais pourquoi, et c'est là-dessus qu'on va clôturer le workshop. Parce que la preuve, c'est que ça marche, le message est là, c'est juste qu'il n'est pas arrivé. Ouais. Parce qu'on est dans la mauvaise plage horaire. Étant donné que c'est un numéro qui est non enregistré, il est flagué comme spam ou comme marketing material par le. C'est en dehors de provider. business hours. Parce que quand tu utilises des numéros comme ça qui ne sont pas liés à des business, tu n'as que certaines plages horaires pour envoyer des messages. D'accord. Donc la prochaine fois, il faut faire un workshop à 14h. Mais voilà, le message est là, ça explique pourquoi il n'est pas parti. Donc, mais il y a bien On peut voir le body là, plus en détail. pour rappeler qu'il est nécessaire de commander Une boulangerie de arabienne. boulanger afin de satisfaire un. Et derrière. Ouais, le formatage n'est pas ouf. Ouais. Mais il est là, il est là. Pour ça, pour la B2. Pour la- Il y a une façon de contourner ça, en fait, notamment pour ce qui est en termes de testing, et c'est ce que j'ai fait avec, comment il s'appelle? Hugo. Pour que son message passe, il suffit de changer le from pour pas avoir un numéro là et avoir un truc du genre vonage test ou un machin comme ça. Et là, D'accord. tu peux bypass les règles Ok. des telcos. Voilà. C'est pour ça. Donc en soi, si tu remplaces ça par vonage test, en gros, le message il passe. Ok. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc, Mais bon, la démo a fonctionné. la démo a fonctionné. C'est ça, exact. Du coup, wow. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas utilisé les slides. Voilà. MCP, voilà. Ok. Tac. Donc surtout pour la fin, est-ce que vous avez des questions avec ce qu'on a vu aujourd'hui? Est-ce que vous avez faim? Ça, c'est une bonne question. Aussi, ouais. C'est une très bonne question. Si vous n'en avez pas, que vous en avez après, déjà. Légèrement overtime. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était un peu rock'n'roll. Ouais. Merci en tout cas d'avoir fait des efforts. Et moi, Et merci d'être venu. Merci à SSW de nous avoir je voulais légèrement accueillis. Jean, si tu veux dire le mot de la fin. Moi, j'aimerais juste aussi te remercier pour ce workshop. Et puis aussi, je trouvais que travailler avec toi et travailler sur ce sujet était très intéressant. Bah, merci beaucoup. Ça m'a permis d'explorer une API Vonage et aussi l'MCP Server. Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie.
Partez pas tout de suite. La fin est un peu en queue de poisson parce que l'API marche pas, mais restez tous. Les pizzas arrivent dans littéralement 3 minutes. Donc voilà, restez pour manger. Et après les pizzas, on va descendre boire un verre. Donc pour ceux qui veulent et qui peuvent rester, on peut discuter de plein de choses. En tout cas, merci beaucoup d'être venus nombreux et nombreuses. Et voilà, on vous voit le mois prochain pour le prochain meeting ou le prochain workshop ici chez SSW. J'espère que vous avez aimé et à bientôt.